Donc, bonjour à tous. Mon nom est Christopher Lemieux, je suis hématologue au CHU de Québec. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit résumé sur un papier publié il y a quelques semaines déjà sur la prise en charge de la neuropathie périphérique associée au brentuximab védotine, utilisé pour le traitement de première intention du lymphome de Hodgkin classique. Donc, mon conflit d'intérêt, en fait, concernant cette présentation. Donc, comme vous le savez, le brentuximab védotine est un conjugué anticorps médicamenteux en fait dirigé contre le CD30 exprimé à la surface des cellules de Reed-Steinberg classique dans le lymphome de Hodgkin classique. On va l'appeler le BV pour la suite de la présentation. Le BV, en fait, a démontré un bénéfice de survie sans progression et de survie globale en association avec AVD, comparativement au schéma ABVD dans le cadre du traitement de première intention du lymphome de Hodgkin. Donc, au Canada, le BV est homologué pour le traitement du lymphome de Hodgkin dans différentes indications. En premier lieu, chez les patients atteints d'une maladie de stade 4 qui n'a jamais été traitée auparavant, en association avec le schéma AVD, comme traitement de consolidation après une autogreffe de cellules souches pour les patients exposés à un risque augmenté de rechute ou de progression de la maladie selon les critères de l'étude ATERA, et après échec d'une autogreffe de cellules souches ou après un échec dans au moins 2 protocoles de polychimiothérapie chez les patients non candidats à une autogreffe. On va parler beaucoup de la neuropathie périphérique associée au BV ici. Lorsqu'on parle de neuropathie ou polyneuropathie périphérique, on va parler surtout de l'altération du système nerveux périphérique moteur et sensoriel. Évidemment, lorsque les patients présentent ce type de complications, ça peut amener des réductions de doses, des reports de traitement, un arrêt prématuré, et évidemment, au long cours, affecter la qualité de vie des patients. Donc, c'est important, en fait, de s'y attarder. Lorsqu'on regarde les différents chiffres disponibles dans la littérature, on sait que lorsqu'il y a une utilisation du BV en monothérapie, on va parler des risques de neuropathie périphérique de l'ordre de 9 à 73 selon les cas rapportés. Donc, c'est très variable. Si on regarde les données reliées dans les études cliniques, dont l'étude Échelon 1, on rapporte environ 67 là, de neuropathie périphérique dans le groupe BV avec AVD. Et après 6 ans, fort heureusement, 72 donc presque le 3/4 des patients avaient récupéré. Lorsqu'on regarde dans les données de vie réelle avec la combinaison BV-AVD, les neuropathies périphériques sont rapportées dans environ 75-80 des cas, avec un 10 à 12 de cas rapportés de grade 3 et plus. Lorsqu'on regarde les différents types de neuropathie, c'est vraiment, comme vous le savez, la neuropathie sensorielle qui est vraiment la plus fréquente, que ce soit les engourdissements, picotements ou la douleur associée à cette toxicité-là. Lorsqu'on regarde le mécanisme physiopathologique, c'est vraiment le MMAE, donc le monométhyloristatin E, qui est l'agent actif du BV, qui entraîne un dommage au niveau des microtubules, qui va entraîner une toxicité neurologique, principalement au niveau des extrémités, qui vont ensuite progresser vers une atteinte plus centrale, mais c'est vraiment plus les extrémités qui sont affectées. Lorsqu'on regarde les différentes recommandations concernant les points sur comment, en fait, la séquence des ajustements posologiques des différents agents neurotoxiques, la prise en charge pharmacologique de la neuropathie périphérique ou la reconnaissance des patients à risque, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de recommandations dans la littérature. Je pense que c'est un point très important qui nécessite qu'on s'y attarde vraiment parce qu'à chaque fois, on veut améliorer, on veut s'assurer que les patients ont les meilleurs résultats au long terme. On ne veut pas non plus entraîner des déficits au niveau de la qualité de vie. Donc, la présentation d'aujourd'hui a un peu ce but-là de vous résumer un peu ce qui était rapporté par les différents experts. Donc, les différents experts ont été rencontrés en mode virtuel, passant en revue les données probantes qui sont disponibles, puis ont partagé un peu leur expérience et ont donné leur avis sur la prise en charge. Donc, c'est vraiment un consensus d'experts, si on veut, sur ces différents points-là. Donc, on va commencer par l'évaluation de la neuropathie périphérique. Donc, lorsqu'on regarde l'évaluation, on va utiliser
classiquement dans les études cliniques le CT-CAE, puis en clinique aussi, on va se baser un peu là-dessus en parlant des grades 1, 2, 3 et 4. Grade 1, ben, il y a une petite atteinte, mais elle est grosso modo asymptomatique, elle n'a pas d'impact clinique. Un grade 2, on va parler de symptômes modérés qui limitent les ABD, donc les activités de la vie quotidienne instrumentales. Donc, on va parler du magasinage, utiliser les moyens de transport, préparer des repas, utilisation du téléphone, la gestion des médicaments, la gestion des finances. Donc, toutes ces activités-là, s'ils sont altérées, on va parler d'un grade 2. Puis si on parle des atteintes un peu plus sérieuses au niveau des soins personnels, donc capacité à s'occuper de ses soins personnels, prendre un bain, s'habiller, marcher, on va parler plutôt d'un grade 3. Puis un grade 4, on parle de symptômes menaçant le pronostic vital, nécessitant une intervention urgente. Heureusement, c'est pas quelque chose qu'on voit là, avec les neuropathies. Lorsqu'on regarde les différents symptômes qui sont associés, on va parler, au niveau sensoriel, on va parler d'ataxie, l'engourdissement et picotement, ce qui se propage au niveau des parties distales vers les parties proximales, comme je disais tout à l'heure. Puis la perte précoce de proprioception, donc la sensibilité de l'organisme à la position, en fait, de l'organe atteint, donc principalement les mains d'une certaine façon ici, ou les pieds. Et sinon, au niveau moteur, on va parler de faiblesse musculaire ou d'hyporéflexie. Comme vous le savez, lorsqu'on rencontre les patients, il y a différentes questions qui peuvent être utilisées pour essayer de déceler justement est-ce que c'est un grade 1, est-ce que c'est un grade 2, est-ce que c'est un grade 3. Donc, on va souvent demander est-ce que les gens ont des engourdissements, des picotements, puis si c'est le cas, on va aussi demander s'ils ont des douleurs au niveau des mains, des orteils ou des pieds, donc des extrémités. On va leur demander s'ils ont de la douleur, puis de décrire un peu la clinique de la douleur. On va demander est-ce que ça a un impact sur les activités de la vie quotidienne. Moi, ce que j'aime beaucoup demander, c'est est-ce qu'il échappe des objets, des ustensiles. Donc, souvent, c'est des éléments qui doivent mettre la puce à l'oreille et nous dire que c'est quand même relativement sérieux comme neuropathie. Donc, on doit prendre ça en charge plus tôt que tard. Si les gens nous disent ça picote, mais je fonctionne bien avec ça ou j'ai pas de douleur, à ce moment-là, on est quand même relativement rassuré. Donc, on va questionner d'autres activités de la vie quotidienne, se boutonner, se brosser les dents ou ce genre de choses-là. Puis, un autre élément qui concerne plus au niveau de l'atteinte au niveau des pieds, est-ce que les gens ont des pertes d'équilibre? Est-ce que les gens ont déjà eu des chutes? Donc, ça, c'est des questions quand même qui démontrent la sévérité de l'atteinte au niveau des membres inférieurs. Donc, maintenant, comment est-ce que l'on la prend en charge? Il y a différentes choses qu'on peut prendre en charge à ce niveau-là. La première, c'est les modifications en termes de posologie. Donc, si on regarde la recommandation du fabricant pour ce qui est de l'ajustement du BV, si les patients ont un grade 1, il n'y a pas d'ajustement. Donc, on va garder la dose à 1,2 mg/kg. On va administrer aux 2 semaines tel que prévu. Si c'est un grade 2, on suggère en fait de diminuer la dose à 0,9 mg/kg, maximum de 90 mg, donc toutes les 2 semaines. Un grade 3, on va suggérer de suspendre le traitement jusqu'à amélioration à un grade 2 ou inférieur. On va envisager de reprendre les traitements à 0,9 mg, donc à dose diminuée, aux 2 semaines là, pour ces patients-là lorsqu'il y a une amélioration. Il y a certains experts qui vont suggérer en fait de plus reprendre lorsqu'il y a un grade 1, ce qui est habituellement, je dirais, ce qui est à peser dans les risques-bénéfices. Souvent en Hodgkin, on va parler d'un traitement curatif, donc on va être un petit peu plus agressif à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que personnellement, un grade 2 qui s'est amélioré, je suis à l'aise de reprendre, mais une dose diminuée, évidemment, comparativement à la dose initiale. Puis, évidemment, envisager de réduire les autres agents neurotoxiques de la chimiothérapie. Puis, s'il y a un grade 4, à ce moment-là, on va l'arrêter. Lorsqu'on regarde les recommandations des auteurs, en termes de recommandations de dose, ce qui est recommandé, c'est de déterminer le seuil de réduction de la dose de chimiothérapie en fonction des symptômes de chaque patient, des répercussions sur la vie quotidienne et de l'état de la maladie. Donc, un peu ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on est dans le traitement, est-ce qu'on est à visée curative, évidemment, Hodgkin, donc on va être un peu plus agressif de ce côté-là, mais on ne peut pas non plus causer des déficits au long cours. Et aussi envisager la modification de la dose de BV et ou de la vinblastine dès le grade 1 lorsque la neuropathie périphérique affecte la qualité de vie des patients. Donc, pas nécessairement attendre qu'il y ait un grade 2 formel, mais si on voit que ça sent bien, peut-être être un peu plus préventif sur la réduction de la dose. Par la suite, mais la vinblastine, qui est une chimiothérapie aussi qui a un effet sur la tête neurologique, mais doit être ajustée. Donc, c'est important de considérer cela dans le choix des ajustements. Donc, si on a un grade 1, on peut réduire le BV ou la vinblastine. Les grades 2, on
peut réduire les doses, les deux doses, mais aussi peut-être arrêter un des deux médicaments là, au besoin. Puis les grades 3, ben, ce qui est suggéré, c'est de les arrêter les deux pour l'instant et de reprendre un seul agent à ce moment-là, le BV, qui est l'agent ciblé, qui est probablement à favoriser ici. Là. Lorsqu'on regarde les lignes directrices de l'ASCO, il préconise une discussion sur la réduction des doses, le report des traitements, l'arrêt des agents neurotoxiques ou la substitution d'un autre agent, puis des données insuffisantes là, pour justifier la séquence d'administration des agents dont la dose doit être modifiée. Donc, brentuximab ou vinblastine, c'est vraiment là, au cas par cas, puis à ajuster là, selon l'expérience là, clinique. Dans les autres choses qui peuvent aider, en fait, c'est la prise en charge pharmacologique, donc la duloxétine, qui était vraiment reconnue là, utile pour les douleurs neuropathiques selon l'ASCO et l'ESMO. Il y a d'autres médicaments qui peuvent être utilisés et qui sont actuellement utilisés en clinique, là, la prégabaline puis le gabapentin, mais malheureusement, il n'y a pas de données assez fortes actuellement pour justifier leur utilisation. Puis c'est vraiment, ces médicaments-là doivent être utilisés pour la douleur neuropathique et non pas pour simplement l'engourdissement ou le picotement, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'effet qui est rapporté. Donc, ce que j'explique aux patients souvent, c'est qu'on va vraiment endormir la douleur, mais qu'on n'aura pas d'effet sur les engourdissements. Pour ce qui est des soins de soutien, il n'y a pas de contre-indication à ce niveau-là pour ce qui est de l'utilisation de l'acupuncture, la réflexologie, la physiothérapie, l'ergothérapie. C'est toutes des choses qui peuvent peut-être aider les patients. Donc, on les encourage si c'est quelque chose qu'ils veulent tenter. Sinon, ben, les mesures de réduction en fait, du risque de chute pour ceux qui ont des atteintes là, au niveau des membres inférieurs, puis éviter les extrêmes de froid et de chaleur qui ont tendance à augmenter là, les symptômes. Par la suite, pour ce qui est de la réduction des risques, comme on disait tout à l'heure, c'est de le voir venir, puis dès que les patients ont des signes sans avoir un grade 2 formel, de commencer à y penser parce qu'on ne veut pas non plus causer des atteintes au long terme. Optimiser la maîtrise glycémique chez les patients diabétiques, c'est une autre chose qu'on doit garder en tête là, pour les patients diabétiques. Donc, ça peut évidemment entraîner un autre type de neuropathie, mais qui peut parfois être difficile de séparer de la neuropathie associée au traitement. Donc, en résumé, les points formels à discuter qui sont importants là, de relever ici, la réduction de la dose. Donc, évidemment, suivre les consignes du fabricant pour la réduction du BV, en tenant compte aussi du fait qu'en grade 1, peut-être y penser, là, du moins réduire progressivement la dose. Est-ce qu'on réduit de peut-être un peu moins que le 25% recommandé? Personnellement, c'est ce que j'ai tendance à faire, là, vraiment une petite diminution pour voir est-ce que ça peut nous permettre de stabiliser puis d'éviter qu'on devienne un grade 2 puis éventuellement un grade 3. On peut ajuster aussi la dose de vinblastine, c'est important de garder ça en tête. Donc, les deux agents, personnellement, j'ai tendance à diminuer les deux en même temps parce que c'est difficile de départager. Au lieu de faire une plus grosse diminution, on va diminuer les deux là, avec une plus petite diminution pour espérer pouvoir garder une certaine dose efficacité. Lorsqu'on a des grades plus sévères, par exemple des grades 2, 3, ben, de ne pas hésiter à faire des doses significatives pour éviter d'avoir une progression de la neuropathie et éventuellement une pause de traitement ou un arrêt complet là, si les atteintes trop sévères. Pour les patients qui vont développer de la neuropathie, ben, à ce moment-là, pour ceux qui ont de la douleur, on peut utiliser là, selon la recommandation de l'ASCO et l'ESMO, la duloxétine. Il y a d'autres agents, mais qui n'ont pas assez de données là, pour supporter la recommandation, mais qui peuvent parfois être aussi chez les patients pour lesquels la duloxétine n'a pas été efficace. Et les autres soins de soutien doivent ne pas hésiter à référer les patients là, en acupuncture, réflexologie, physiothérapie, ergothérapie, et surtout s'assurer que l'environnement demeure sécuritaire, surtout pour les gens qui ont des risques de chute, donc de diminuer, s'assurer que l'environnement demeure sécuritaire pour ces patients-là, puis les questionner là, à chaque visite là, pour éviter qu'il y ait une progression là, de la neuropathie. C'était là tout. En fait, ça fait le tour de la présentation, donc ne pas oublier en fait de lire le papier là, qui va avoir plus de détails, qui est très intéressant à lire afin de maximiser là, la prise en charge de la neuropathie chez les patients traités par BV. Bonne journée.